Grand 11. Les réactions en France. À Toulon, on attend les nouvelles. En ce début d'août, à Toulon, aucune nouvelle avérée n'est encore parvenue à l'escadre depuis son départ de Minorque le 17 juillet. La Gazette de France a bien annoncé que les Français s'étaient emparés de bougies, mais la nouvelle a été démentie peu à peu. La Guette profite du calme relatif qui règne en Provence pour faire à Colbert le bilan de la situation de la marine à Toulon et pour dresser un état des sommes déjà dépensées pour l'expédition de l'armée du roi en Afrique. Alors que le budget d'origine est déjà largement dépassé, la Guette est contrainte de demander à Colbert l'engagement de nouvelles dépenses pour préparer la petite escadre qui, sous le commandement de l'amiral de Martel, lieutenant général des armées de Sa Majesté, doit, d'ici quelques semaines, apporter des renforts à Gigery. Faute de navires disponibles à Toulon, la Guette décide de faire réarmer un vieux vaisseau réformé depuis 2 ans, la Lune, que l'on place sous le commandement de M. de Verdy, un capitaine âgé de 80 ans. Lorsque les 4 vaisseaux et les bâtiments de charge du groupe naval de Martel seront partis, il ne restera plus aucun bâtiment à Toulon, en dehors de 2 vieilles galères qui, pour l'instant et en l'absence de l'escadre, assurent la surveillance des côtes. Mais l'armement de ces galères pose à la Guette bien des problèmes, car, avoue l'intendant à Colbert, il meurt toujours des galériens. La Guette commence à rassembler les approvisionnements destinés à l'armée du roi en Afrique. Mais les 2000 mousquets, les 3000 bandoulières et les 1500 piques qui ont été commandés à Sedan ne sont toujours pas arrivés à Toulon. Pour les vêtements, la Guette recommande à Colbert de ne pas se presser et d'en acheter, et d'attendre la confirmation du succès que l'armée du roi aura eu de sa descente en Barbarie. Mais craignant sans doute de paraître douter de la victoire, il affirme sa certitude que la dite armée est à présent postée à Gigery. Pour ce qui est des vivres, confiant dans les possibilités d'entente avec les Berbères, il conseille à Colbert de n'envoyer que 2 mois et demi de victuailles pour 4000 hommes, afin d'avoir le temps de voir sans inquiétude si les morts feront commerce avec les nôtres, car en ce cas-là, il ne leur en manquerait que certaines choses qui ne se trouvent pas en Barbarie. L'annonce de la descente à Gigery. Le 7 août, le patron d'une barque venue de Gigery fait escale à Toulon et porte la nouvelle du débarquement des Français en Afrique. Sans en attendre la confirmation, la Guette s'empresse de rédiger une lettre de félicitations pour le duc de Beaufort. Le 8 août, à 2 heures du matin, plusieurs navires en provenance d'Afrique arrivent à Toulon. Monsieur de Lamont confirme officiellement la nouvelle de la prise de Gigery par les armées du roi. Le même jour, Monsieur de Loreille, à bord d'un autre bâtiment, débarque à Agde et prend la route de Fontainebleau pour aller personnellement informer le roi. À Toulon, pour apprendre à toute la province le bon succès de l'armée du roi, la Guette fait tirer 20 coups de canon des vaisseaux du roi de conserve avec les messieurs de la ville qui ont fait tirer leur artillerie. En Provence, la nouvelle se répand comme une traînée de poutres. On a ici tant de la joie de la prise de la ville et du port de Gigery, rapporte la Gazette de France, que nos marchands, qui sont des plus intéressés en ce glorieux succès, lequel facilitera leur commerce en leur tenant la mer libre contre les corsaires, ont envoyé au duc de Beaufort, général des armées de Sa Majesté en Afrique, un vaisseau chargé de divers rafraîchissements. La Guette précise au parcimonieux Colbert que c'est à leurs dépens que les messieurs de Marseille ont fait charger ce vaisseau de victuailles et de munitions pour en faire présent à monsieur le duc de Beaufort et à l'armée. La Gazette de France affirme que tous les régiments s'emploient avec tant de diligence à continuer les travaux qui seront bientôt à l'abri de l'insulte des morts et en état de conserver une conquête si avantageuse du dessein de notre grand monarque de faire refleurir le commerce, la principale source de toutes sortes de biens pour ses sujets. La victoire semble si définitive aux commerçants marseillais que, quelques jours plus tard, ils sollicitent officiellement l'installation d'un consulat de France à Gigery. Une autre dépêche de la Gazette de France annonce qu'un vaisseau venu d'Alger rapporte que les corsaires y sont dans une étrange consternation,
depuis que le duc de Beaufort a fait descendre sur leur terre et qu'il s'y est emparé de la ville de Gigery, ne doutant point qu'après qu'elle sera en défense, ils ne pourront plus continuer leur brigandage sur la Méditerranée. L'inquiétude est d'autant plus grande à Alger qu'une flotte anglaise croise au large. Nous avons reçu, par un navire de Saint-Tropez, l'avis que ceux d'Alger étaient tellement alarmés à l'approche de la flotte anglaise que la plupart des familles qui avaient quelque chose à conserver se retiraient. Les Turcs redoutent que l'alliance franco-anglaise contre les barbaresques, dont il a été si souvent question, ne soit devenue effective. Ils craignent un débarquement des Anglais à Alger, un bombardement de la ville ou un blocus du port. Le 9 août, la Guette fait part à Colbert de ses sentiments sur la victoire de Gigery. Si j'ai eu de la joie du bon succès de l'armée et du service que les galères de France ont rendu à la descente, j'ai eu du déplaisir d'apprendre la perte que nous y avons faite et de savoir que la discorde a fait déjà quelques progrès dans l'esprit des principaux officiers de l'armée, ce que le sieur de Lamont a charge de vous faire comprendre. 3 jours plus tard, l'intendant donne à Colbert plus de détails sur cette discorde. Si on doit en croire ce qui se monde de l'armée et ce qui se dit ici publiquement par les volontaires qui sont de retour de Gigery, il n'y a pas lieu de croire que les principaux officiers soient autant unis qu'il ne serait à désirer. Il n'y a donc qu'à les entretenir pour apprendre la cause d'où procède le mal, qui serait plus grand à la tête qu'au reste du corps. Voilà le duc précisément visé. Mais plus circonspect, la Guette poursuit. Comme je n'ajoute pas une entière créance à tous ces rapports, je me persuade que tout est mieux que l'on ne dit ou qu'en tout cas le roi saura bien trouver les moyens de remédier à ces défauts-là, en obligeant même le chef de commander avec raison et stabilité et les membres d'obéir avec confiance et respect. J'ai cru qu'il était de mon devoir de vous donner encore une fois ce petit avis avec toute la retenue que j'ai pu, bien que ce soit des choses si publiques qu'il est impossible de les cacher. Dans un autre courrier, l'intendant confirme ces rumeurs à Colbert. Il est revenu encore plusieurs informations de messieurs les volontaires qui parlent comme des gens peu satisfaits à la conduite qui se tient à l'armée. Mais j'ai peine à croire tout ce qu'ils me disent. Il est en réalité parfaitement convaincu de la véracité de leurs dires. Dans les lettres qui suivent, la Guette critique fermement les demandes formulées par Beaufort, Clerville et Charuel. Il les estime fort exagérées. Il fait également part à Colbert des difficultés matérielles et administratives multiples auxquelles il se heurte à Toulon. L'expérience a appris à la Guette que ceux qui sont éloignés exagèrent toujours leurs besoins. En l'occurrence, il estime que c'est le cas de Beaufort qui, pour les vivres, a fait son calcul sur le pied de 4500 hommes, alors qu'en ayant déjà perdu 4 à 500, les victuailles des morts reviennent de bon pour nourrir les vivants. L'intendant ne manque décidément pas de sens pratique. Il reconnaît toutefois que les viandes salées ont été corrompues par la chaleur de Barbarie. Constatant que dans la saison actuelle, il serait inutile d'en expédier d'autres, il envisage d'envoyer au camp des bœufs vivants et du sel pour les saler sur les lieux. Outre les victuailles, s'inquiète-t-il, on me presse d'envoyer de la poutre, de la mèche, des plombs, des boulets, de la chaux, des seaux, des poulies, des barils et des cordages à tirer de l'eau, ce que j'estime qu'il faut charger sur les premiers vaisseaux qui partiront. Et il se plaint que monsieur le duc de Beaufort demande des besoins avec une si extraordinaire exagération qu'il semble que tout soit perdu. Et grâce à Dieu, les choses sont en tel état au camp qu'il n'y a rien à craindre que la discorde. Mais ce sont les besoins démesurés exprimés par Clerville qui préoccupent surtout la Guette. Je ne vous peux sceller, monsieur, que je trouve le mémoire de monsieur le chevalier de Clerville si grand et si difficile à exécuter que je prévois qu'il faudrait du temps pour trouver en ce pays tout ce qu'il demande. Mais il faudra envoyer les choses à mesure qu'on les pourra rencontrer et assembler. Et l'intendant décide d'attendre les ordres du roi pour la suite à donner au mémoire de Clerville et à celui que le chevalier Paul a rédigé sur le port de Gigery. À ce propos, la Guette déclare à Colbert:
Je me trouve obligé de vous faire savoir, monsieur, que l'on rapporte ici que le port de Gigery n'est nullement assuré en l'état où il est, et qu'il y aurait danger pour les vaisseaux que l'on y ferait séjourner, d'autant que les pierres roulantes y sont au fond coupent les câbles. On perd des ancres. Tout cela est de conséquence, ce me semble. Pour assurer la continuité du ravitaillement de l'armée du roi, l'intendant a l'intention de mettre en place une navette de 5 ou 6 bateaux de charge entre Toulon et Gigery. Mais aucun navire n'est pour l'instant disponible à Toulon, hors les 4 qui viennent de rentrer d'Afrique. Encore sont-ils dans un état pitoyable. La Françoise, la Victoire et la Flûte royale font beaucoup d'eau. Je ne vous dois pas taire confie la Guette à Colbert, que l'on a envoyé ces 2 premiers vaisseaux en fort mauvais état. Quant à l'Anna, elle a 2 mâts en peu. Les réparations vont coûter cher et Colbert devra une fois de plus relâcher les cordons de la bourse pour qu'au moins la Françoise et la Victoire puissent repartir à la fin du mois. La Guette critique enfin l'excès de zèle des intendants de la santé de Toulon, qui retardent les opérations de déchargement des navires en provenance de Gigery, alors que les certificats de l'armée précisent qu'il n'y a aucune maladie soupçonnée de contagion. Ils observent les mêmes formalités que si la peste avait été à Gigery. Fontainebleau. Sur la foi du rapport incertain d'un patron de barque, la rumeur de la prise de Gigery est, depuis le 10 août, parvenue au roi. Le 14, M. de Lamont, puis M. de Loreille, arrive à Fontainebleau et calme l'impatience du roi en lui confirmant officiellement la nouvelle du succès de ses armes et en lui remettant les différents courriers dont ils sont chargés. La joie est grande à la cour. Le jeune roi exulte, d'autant qu'au même moment lui parvient la nouvelle d'une autre victoire. En Hongrie, grâce au contingent français du comte de Coligny, les Autrichiens ont battu l'armée turque du grand vizir Koprulu. La bataille s'est déroulée le 1er août, près du monastère de Saint-Gothard. Les Turcs avaient enfoncé le centre des lignes impériales tenues par les Allemands, ils avaient atteint le Rapp, repoussé la contre-offensive du prince Charles de Lorraine et ils menaçaient de couper définitivement les lignes chrétiennes. Alors que Koprulu pensait tenir la victoire, Coligny, à la demande du maréchal Montecuccoli, est à son tour passé à l'offensive. Les 6000 soldats français, bien qu'en nombre nettement inférieur à celui de l'ennemi, ont non seulement stoppé l'avance des Turcs, mais ils les ont refoulés sur le Rapp où hommes et chevaux se sont précipités. La rivière s'est transformée en un cimetière flottant. Les Français, disait-on, ont fait des merveilles. Louis XIV peut être satisfait. Partout en Allemagne, on chante la louange de Coligny et de ses hommes. Le roi de France a sauvé Vienne et l'Empire. Louis XIV est comblé. Depuis qu'en 1661 il a pris personnellement le pouvoir, sa politique étrangère ne lui donne que des satisfactions. Sa détermination et les démonstrations de force de ses armes ont déjà suffi à faire plier le duc de Lorraine et le souverain pontife. Et maintenant, lui qui se veut le champion de la chrétienté, apprend simultanément en ce mois d'août la victoire de ses armes dans les 2 premières expéditions militaires qu'il a personnellement organisées contre l'infidèle. Louis XIV s'empresse de remercier l'ordre de Malte pour sa participation à la descente de Gigery. J'ai tant de satisfaction de la manière dont s'est conduit le général de galère de Malte en cette occasion, écrit le roi à Beaufort, que je lui en écris exprès pour lui en témoigner. Et j'ai accompagné ma lettre d'une boîte de diamants dans laquelle est mon portrait. L'histoire ne dit pas si Galdiane fut le plus satisfait des diamants ou du portrait du roi. J'ai écrit aussi à mon cousin le grand maître de Malte, poursuit Louis XIV, pour le remercier du plaisir qu'il m'a fait de m'envoyer des galères de son ordre et du service qu'ils m'ont rendu, dont j'ai grand sujet de me louer. Dans la lettre de félicitations qu'il envoie à Coligny pour la victoire de Saint-Gothard, le roi annonce avec fierté au comte son succès en Afrique. « Je vous donne nouvelle, lui écrit-il, que M. de Beaufort a fait la descente à Gigery, dont il s'est rendu maître après quelques combats.
Je crois que ce bon succès ne fera pas un mauvais effet parmi les troupes que vous commandez, puisqu'il confirme que les Turcs sont faits comme d'autres hommes. Dans cette appellation de Turc, Louis XIV englobe sans nuance tous ses ennemis musulmans, qu'ils soient effectivement turcs, arabes ou berbères. À Gijri, les troupes françaises n'ont de fait et jusqu'alors affronté aucun soldat turc, à l'exception de quelques-uns qui constituaient la garnison de la forteresse. L'annonce de ces deux victoires fait grand bruit à la cour. Le magistrat Olivier Lefebvre d'Ormesson, l'homme qui instruit le procès de Fouquet, écrit le 19 août dans son journal. On parle de la descente des troupes du roi en Afrique qui ont pris une ville nommée Gijri où ils se sont retranchés. Il y a eu un grand combat contre les morts et l'on dit qu'il y a eu plus de 400 hommes des nôtres tués, 5 ou 6 chevaliers de Malte et plus de 20 blessés dont plusieurs officiers des gardes. Puis, avec une pointe d'ironie à l'égard de Colbert, d'Ormesson ajoute: Monsieur Pussort fait valoir cette action comme le plus grand établissement que le roi puisse faire pour être le maître du commerce. Le même jour, d'Ormesson signale la grande bataille de Saint-Gothard, gagnée par les Turcs, où l'on dit que les Français avaient le premier poste et qu'ils ont fait le plus grand effort.